Allez, ça enregistre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle un petit peu les règles de fonctionnement sur ce type de live, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, déjà, primo, première question, est-ce que vous m'entendez tous ou pas? Oui, on vous entend. Ok, super, c'est magnifique. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour qu'on ne perde pas de temps et qu'on soit efficace, parce que je n'ai qu'une petite heure. Et à un moment donné, face au flot de questions, je m'étais dit que c'était quand même pertinent d'ouvrir une petite session de discussion. Je vous laisse d'ores et déjà rédiger les questions que vous pourriez avoir sur un peu tous les sujets. Ça peut porter sur votre sujet, ça peut porter sur vos questions, par rapport à vos entretiens, par rapport au reste. D'accord? Je vais me permettre de refaire un petit brief sur pas mal de points, d'accord? Histoire de. Je me suis fait un listing plutôt que de faire un interminable PowerPoint sur le sujet afin de répondre un peu à toutes les questions qui me sont arrivées ces derniers jours ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. D'accord? Si vous avez des collègues qui n'ont pas reçu le lien, n'hésitez pas à leur transférer par WhatsApp vous-même, d'accord, ou à les inviter à nous rejoindre, d'accord. Je ne peux pas garantir que l'enregistrement fonctionnera jusqu'au bout. Alors, je me permets déjà de vous rebriefer un petit peu sur le principe, déjà sur le mémoire en lui-même, d'accord. Ok, j'ai eu plusieurs questions sur le sujet. Je rappelle que c'est un mémoire de DSCG. J'ai beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, surtout ceux qui ont fait CCA, de savoir s'ils vont pouvoir recycler, je dirais, leur mémoire. La réponse est pas forcément oui. D'accord. Les exigences qu'on peuvent avoir certaines universités, certains IAE ne fonctionnent pas forcément. D'accord. Le mémoire, je rappelle, c'est une 50aine de pages. Essayons de ne pas troubler les jurys. D'accord. Donc, si vous pouvez faire 50 pages véritablement, c'est bien. OK. J'ai pu voir énormément de demandes d'agrément ces derniers temps me passer entre les mains, dans lesquelles j'ai pu constater que les plans n'étaient pas forcément toujours très bien respectés. J'ai vu beaucoup de mémoires dans lesquelles il y avait 3 parties, des fois 4 parties, bref. Je ne prétends pas pour autant qu'il y ait une structure universelle, mais c'est sûr que dans votre mémoire, on est censé trouver, vous le savez, 2 grandes parties, une partie revue de littérature et une partie dite empirique. D'accord? S'il n'y a pas de partie empirique, je vous rappelle que ce n'est pas la peine d'aller à la soutenance, hein, vous n'aurez malheureusement pas beaucoup d'écho à ce moment-là. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau de la structure du mémoire, à peu près, puisque les questions fusent généralement, il est clair qu'une introduction qui ferait plus de 2 parties, c'est un peu surprenant aussi. Les introductions font 2 parties. Une fois de plus, vous pourrez trouver des tas de mémoires. Des fois, on vous dira ils ont eu 20, etc. Donc, vous copierez la mise en forme, ce qui est pas bon. D'accord. S'ils ont eu 20, c'est pas uniquement pour leur mémoire, c'est aussi pour leur prestation orale. D'accord. Et aussi pour leur jury. D'accord. Donc, en l'état actuel des choses, essayez de rester cohérent. Introduction de 2 parties. Première partie entre 23 et 25 pages. On évite de faire une surenchère, ce n'est pas le but. D'accord. Et puis, bien sûr, une deuxième partie qui doit osciller à peu près entre les 23, 24 pages aussi, avec une page et demie de conclusion, 2 pages max. D'accord. On affiche bien sa problématique dans l'introduction. Et on réfléchit bien attentivement à sa méthode et on respecte bien sa méthode de travail, je rappelle. D'accord. Et notamment sa méthode de recherche. D'accord. Je rappelle, j'ai encore trop de questions. Là, vous voyez, j'ai des questions sur la méthode de recherche. J'en ai beaucoup trop qui me disent est-ce qu'on doit parler de la méthode de recherche? Bien évidemment qu'on doit parler de sa méthode de recherche. Bien évidemment également qu'il est très important, et ça j'ai pu constater que ce n'était pas forcément le cas chez tout le monde. Il est très important également que le mémoire apporte quelque chose, d'accord. Donc, si vous avez choisi, par exemple, une approche, celle que je vois le plus souvent, malheureusement, puisque tout le monde copie un peu la même chose, si je vois une approche hypothético-déductive, je dois avoir des hypothèses, d'accord. Je ne dois pas avoir des romans, d'accord. Une hypothèse, c'est quelque chose de précis. C'est pas un roman de 3-4 lignes made in Claude ou ChatGPT, d'accord. C'est quelque chose de précis. C'est quelque chose qui suppose vraiment c'est une hypothèse qui pose une question. Je veux dire, c'est quelque chose qui mérite d'être posé comme hypothèse. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas quelque chose d'évident. Okay, beaucoup trop d'hypothèses que je lis sont évidentes. Beaucoup trop de propositions de recherche, ça c'est pour ceux qui ont une approche inductive très souvent, basée sur une étude de cas notamment. Beaucoup trop sont des questions qui malheureusement sont des propositions de recherche qui sont là aussi trop basiques. D'accord. Une proposition est censée justement être une sorte de prise de risque un petit peu. Généralement, elle est induite par la revue de littérature que vous avez lue, construite et donc qui amène à un questionnement. D'accord. Tant que je suis dans les conseils également, je fais toujours ce conseil-là. Je vous rappelle que vos entretiens, parce que vous avez besoin des entretiens dans les 2 méthodes dont je viens de parler, d'accord, doivent toujours respecter la même hiérarchie. C'est pareil pour les questionnaires. Vous devez systématiquement avoir des entretiens qui suivent les thématiques de votre mémoire, les thématiques de votre mémoire desquelles découlent
des hypothèses, des propositions, peu importe lesquelles, et bien sûr en face desquelles je vais retrouver des questions. D'accord? Des questions qui ne sont pas des fleuves, des questions qui ne sont pas, comment est-ce que je peux dire, des fleuves de 35 ou 40 questions made in Claude. Vous avez le droit de remettre en question ce que dit Claude, on est bien d'accord? Ce n'est pas le présent de vérité générale, Claude, d'accord? Ni ChatGPT d'ailleurs. Ok, donc très important de bien faire attention à ça. Et enfin, je me permets quand même de l'approcher. La question se pose toujours de la partie préconisation-recommandation. En DSCG, si vous avez l'opportunité de construire à un moment donné des instruments de gestion et des préconisations, vous pouvez. Les préconisations sont généralement des éléments qui peuvent être mis en œuvre à court terme. D'accord ? Les recommandations sont des éléments qui peuvent être mis en œuvre à moyen, long terme. D'accord ? En tout état de cause, un étudiant en DSCG, c'est pas quelqu'un qui va me pondre 3-4 recommandations bidons qui tiennent 3 lignes, faites à l'arrache à la fin. C'est quelqu'un qui va au contraire me proposer une véritable approche avec un processus qui va me dire, bah, tiens, recommandation phase numéro 1, recommandation 1, 2, 3, phase numéro 2, recommandation 4, 5, 6, avec une vraie construction intellectuelle derrière, vous voyez ce que je veux dire? Voire même, pourquoi pas, des apports d'instruments. Alors, vous n'êtes pas en deck, on ne vous demande pas d'apporter 10 000 outils. Mais par exemple, vous pourriez, j'ai une mémorialiste là, qui a apporté une grille d'audit. J'en ai une autre qui travaille sur les LMNP qui a apporté un simulateur. J'en ai un autre là qui travaille actuellement sur les franchisés qui a apporté un questionnaire, par exemple, pour auditer le projet du franchisé. Voilà, des choses comme ça. D'accord? De l'apport. Vous êtes en Master 2, en DSCG, en conséquence de quoi, vous imaginez bien qu'on vous attend au tournant sur ça. D'accord? Les préconisations, dites-vous bien que si vous voulez faire perdurer un préjugé, admettons, qui serait celui que le jury n'a pas lu, je peux vous assurer que les préconisations, on les regarde. D'accord? Dans tous les cas. Et si ces préconisations ne sont pas suffisamment bien faites ou se limitent à faut faire des formations où la marche, ce serait bien si elle était positive et le turnover, ce serait bien s'il baissait, ça, c'est pas des précos. Enfin, pas de niveau Master 2. OK? J'espère être bien clair sur le déroulé. J'essaie en peu de temps de vous redélivrer quelques clés, d'accord? OK? Avant de rentrer un peu dans le détail, donc ça, c'était pour vous rappeler un peu l'architecture générale, d'accord? La partie 1, évidemment, c'est la partie dans laquelle vous êtes censé, à un moment donné, parler en vous inspirant de vos lectures, des auteurs, etc. Je rappelle, d'accord, et je vais être très précis sur ce que je dis, d'accord? Primo, le plagiat est interdit, d'accord, et vivement pas recommandé. Vous entendrez tout et son contraire sur le sujet. Ah, ils ne vérifient pas les mémoires. Je peux vous assurer qu'il y a des agrégés qui les connaissent, les œuvres. Donc, ils vont vite reconnaître ce que vous avez fait. Pas tous, peut-être, mais si vous n'avez pas de bol, vous tomberez sur eux. D'accord? Et puis, il y a des profs qui connaissent aussi très bien. Deuxièmement, donc, le plagiat, ça, c'est à proscrire. Deuxièmement, l'utilisation de l'IA, parce que je présume que vous êtes aussi venu devant ce live-là pour en entendre parler un petit peu. Est-ce que l'IA, c'est dangereux? Oui, si vous en faites un mauvais usage. L'IA doit vous servir à une seule chose. Et je vais vous montrer après rapidement si vous voulez. D'accord? À quoi doit vous servir l'IA? C'est ce que j'ai fait faire à 10 mémorialistes ces derniers jours et ce que je fais faire à celles et ceux que j'accompagne aussi. D'accord? Sauf s'ils ont d'autres procédés, ça je respecte. Primo, vous devez toujours être en capacité, quand vous procédez avec l'IA, il ne faut jamais lui demander de faire de re-rédaction, de synthèse lourde, vous voyez ce que je veux dire, sur plusieurs pages. L'IA a tendance à être un peu flemmarde. L'IA, elle est là pour faire quoi? Elle est là, primo, pour vous aider, alors à condition que vous promptiez correctement, elle est là pour vous aider à trouver les bons ouvrages, les bonnes sources. Très souvent, j'ai pu constater que vous ne programmiez pas suffisamment bien vos IA. Vous leur demandez des sources. Non, vous devez être très précis quand vous demandez des sources à l'IA. Vous devez lui demander des sources récentes. Vous devez lui demander des sources réelles. Vous devez lui indiquer des alternatives, c'est-à-dire si elle ne trouve pas une source réelle, qu'elle vous le dise, et plutôt qu'elle ne mette rien. D'accord? OK, rien du tout. Qu'elle n'invente pas d'auteur. OK, qu'elle ne déforme pas les titres. Qu'elle n'hésite pas à aller chercher sur le web anglo-saxon. D'accord? Google Scholar, FNEJ, Kern, HAL, H-A-L pour HAL. D'accord? Et bien sûr, d'autres sources. N'hésitez pas non plus à lui imposer des formats en lui demandant, si possible, de vous trouver des liens PDF téléchargeables. Insistez bien sur le fait que ça doit être téléchargeable gratuitement, sans inscription, sans abonnement. D'accord? C'est une IA, je vous rappelle, et vous avez tendance à la considérer comme bien trop intelligente. D'accord? Elle ne sait pas. D'accord? Elle applique. Donc, plus vous lui donnez d'informations et d'exigences, plus elle va filtrer. Et généralement, c'est là qu'elle met du temps à travailler. D'accord? Parce que justement, vous lui avez donné de l'information.
OK? Une fois que vous avez toutes vos sources, vous devez vous servir de l'IA à nouveau si vous le souhaitez, non pas pour faire des retranscriptions, non pas pour faire autre chose, non, 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 non. Vous devez vous en servir pour découper votre texte, le saucissonner, lui demander de vous faire rapidement un petit résumé, 5 lignes. Lui demander de vous extraire du texte les chiffres importants, les auteurs importants, les concepts importants et de vous apporter les définitions officielles de ces concepts, avec source à l'appui. D'accord? Vous devez lui demander également de vous citer les verbatims importants, c'est-à-dire de mettre les citations entre guillemets avec les auteurs. Et si l'IA ne le sait pas, vous devez toujours lui dire, si tu ne sais pas, tu ne marques rien. D'accord? Tu n'inventes rien. Tu ne falsifies rien. D'accord? Ok? Plus vous le répétez, plus l'IA comprend. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous devez lui répéter avant chaque œuvre, des fois qu'elle ait tendance à oublier. Ok? Je vous rappelle que ce sont uniquement des IA. Dans IA, il y a intelligence artificielle. Elle est artificielle, vous êtes intelligent. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. D'accord? J'espère être bien clair pour l'instant. Hein? OK? Et c'est uniquement quand vous aurez toutes ces informations, quand vous aurez découpé 1, 2, 3, 10, 15, 20 sources, que là, vous pourrez commencer à les assembler à l'intérieur de votre plan. D'accord? Donc, l'IA ne vous est fondamentalement pas interdite. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on vous dit que c'est interdit. On vous dit que c'est interdit parce que si on ne vous le dit pas, on va se retrouver avec les mémoires que j'ai lues il y a quelques jours, là, où il y a... Enfin, c'est pas qu'il y a de l'IA à 3 km à la ronde, mais on le voit même avant même d'ouvrir. D'accord? Et ça, malheureusement, c'est mauvais. D'accord? Est-ce que c'est bien clair pour l'instant? Posez-moi vos questions. Je vois que vous ne posez pas de questions. Vous avez le droit de les poser. J'y répondrai au cas par cas, bien sûr. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Non, il faut les écrire, les questions. Si ça ne dérange pas dans un premier temps, parce que du coup, sinon après, je verrai en fonction. D'accord? Ça ne te dérange pas? Non, c'est bon, j'écris. Super. Alors, je vois en plus là les premières questions apparaître. OK. Donc, je termine sur cette question d'IA. L'IA vous aide en beaucoup de choses, mais il faut vraiment que vous sachiez bien vous en servir. Je vous ai donné un petit prompt, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le groupe que Julie a eu l'amabilité de créer, et sur lequel j'aime bien de temps à autre, quand j'ai du temps, justement, fournir de l'information. C'est un petit prompt de rien du tout. Hein. Franchement, je l'ai mis en œuvre sur beaucoup de mémoire. Ça vous permet de questionner le style rédactionnel. D'accord? C'est sophistiqué, donc ça ne vient pas de vous. Je préfère ne pas être méchant avec vous en vous le disant. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Hein. C'est un fait. D'accord? Si c'est trop sophistiqué, vous imaginez bien que ça a mal se passer pour vous, parce qu'on va comprendre tout de suite que ce n'est pas vous qui avez rédigé. Alors que si vous faites un minimum d'efforts pour reprendre certains termes, certains mots, tout ça, déjà, ça va être nettement mieux. D'accord? Ok, donc c'est un petit effort dont je vous parle qui peut avoir un bon résultat dans l'ensemble et vous faciliter un petit peu la vie. D'accord? Ça, c'était pour les avertissements IA. Donc l'IA n'est pas interdite. D'accord? On s'en contrefout de savoir qu'il y a 10, 15, 20%. J'ai déjà fait des textes sans IA qui sont ressortis avec un pourcentage d'IA. Allez chercher, comprendre. D'accord? J'ai déjà fait des textes 100% à l'IA qui ne sont même pas ressortis à l'IA. C'est vrai, j'avoue, j'ai retouché des mots entre-temps. Donc, les détecteurs ne sont pas suffisamment fiables. Avertissement tant que j'y suis, ne mettez jamais votre mémoire sur des sites gratuits de détection de plagiat et sur des sites gratuits de détection d'IA. Vous ne savez pas où ils atterrissent et s'ils atterrissent au mauvais endroit, en cas de détection, ça pourrait atterrir chez vous. Enfin, ça pourrait être vous qui êtes détecté comme plagiat. D'accord? Puisque vous avez peut-être mis votre mémoire au mauvais endroit. D'accord? La probabilité est faible sur si peu de sessions, là, puisque si vous l'auriez fait là, mais c'est quand même existant. OK? Ça, c'était pour bien trancher cette question d'IA. L'IA n'est pas votre ennemi, mais à condition que vous vous en serviez un petit peu correctement et que surtout vous soyez très précis sur vos demandes, sur vos recherches, que vous preniez le temps d'expliquer les contraintes qui sont les vôtres. D'accord? OK? Au niveau enquête, justement, alors je vois les premières questions sur les enquêtes, je vais répondre du coup à vos questions. N'hésitez pas à en balancer d'autres, il n'y a pas de souci. OK? On va pouvoir discuter. Donc, comme je vous l'ai dit, le point important, c'est déjà sur vos enquêtes, c'est actuellement, il est tard, d'accord? On est déjà en juillet. Je me doute que vous allez avoir des soucis. Alors, la tentation, je la connais très bien. Hein, on ne va pas se cacher. Hein, on la connaît tous, la tentation. Hein, vous avez des IA à votre disposition et vous allez faire. Je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Je vais juste vous dire faites attention. D'accord? Je sais très bien qu'il y en a qui vont le faire. Les entretiens, vous n'en avez pas besoin de 10 000. Vous en avez besoin de quelques-uns de très bonne qualité. D'accord? Qui sont faits vraiment par des gens intéressés, motivés à vous répondre, etc., etc., etc. D'accord? Des gens qui sont disposés à vous accorder du temps. Idéalement, c'est vrai que quand on est un bon professionnel qui fait bien son mémoire, on a peut-être 10 ou 15 entretiens théoriques à faire. J'ai bien dit théorique. Ça veut donc dire que dans votre mémoire, je peux voir marquer 10 entretiens théoriquement faits et il n'y en aura peut-être que 3 de faits.
C'est ça la démarche de recherche. La démarche de recherche, c'est dire voilà idéalement ce que j'aurais voulu faire et voilà ce qui s'est passé. Ok, on ne vous attend pas sur un truc parfait, vous êtes étudiant. D'accord, mais on vous attend sur un respect de la procédure. D'accord, j'espère être bien clair là-dessus. D'accord, j'ai des mémoires, alors, puisque tout le monde parle que comme ça, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait content quand je vois des mémoires à 20 sur 20 diffusées en ligne, parce que ce n'est pas que le fruit d'un écrit, c'est le fruit de tellement d'autres choses. D'accord, mais moi, j'ai plusieurs mémoires à 20 sur 20 sur mon drive, qui sont ceux que j'ai aidé à rédiger et qui ne sont pas diffusables pour le coup. Soyons très clairs, l'un d'entre eux a eu 20 sur 20 avec 3 entretiens. 3. Sauf que ce sont des entretiens de très haute qualité, faits avec des partenaires de très gros cabinets qui savent parfaitement ce dont ils parlent. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a personne qui s'aviserait de dire qu'ils ont tort. Et moi, le premier. OK ? Donc, c'est la qualité des entretiens. C'est vrai que si vous faites un questionnaire et qu'il n'y a que 40 réponses, eh ben, c'est déjà pas mal. Vous êtes étudiant, on ne peut pas exiger que vous ayez 40 réponses. Moi, je suis dans le domaine doctoral, je vise le domaine doctoral. C'est sûr que si je me pointe avec 40 questions, je vais me faire satelliser par mon directeur de thèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si je me pointe avec 1000 réponses, là, oui, il commencera à me dire bonjour le matin. OK ? Donc, c'est très important que vous ayez à l'esprit que vous êtes des étudiants, on ne vous le reprochera pas. OK ? Pour peu que vous mettiez bien une petite section sur les limites de votre approche et les limites de votre méthode. D'accord ? Alors, si je lis des questions, combien d'entretiens doit-on avoir pour notre rédaction soit pertinente ? Alors, est-ce que c'est 2 c'est Léon, c'est ça ? Léon, c'est 2, mais 2 de très bonne qualité, de bonne durée, de bonne facture, ou 2 qui ont duré 5 minutes ? Je peux parler ? Oui, allez-y. Alors, j'ai eu 2 entretiens. Le premier avec le commissaire au compte du cabinet où j'ai fait mon stage et avec ma prof de compta audit qui est également commissaire au compte. D'accord, mais c'est des entretiens quand même assez substantiels. Oui, on a fait environ 1 heure d'échange où elles ont fait le tour par rapport à mes questions et m'ont donné leur avis. À mon sens, ce qui est important le plus, c'est à la limite que vous mettiez tous les entretiens que vous envisagiez de passer, comme je disais, c'est-à-dire vous aurez peut-être un tableau avec 10 entretiens potentiels, et bien il n'y en aura que 3 de faits ou 2 de faits. C'est pas grave. Okay. Ce qui compte, c'est de ne pas montrer par contre que vous aviez l'intention d'en faire que 2. Vous voyez, l'idée, c'est 2. Normalement, on n'est pas censé vouloir en faire que 2. On est censé vouloir en faire 10, et bien malheureusement, on ne pourra pas en faire 10. C'est comme ça. D'accord, merci beaucoup. C'est la qualité des entretiens qui compte. D'accord ? Alors, je ne sais pas qui se cache derrière, c'est peut-être un vrai prénom, mais la deuxième question. Donc, j'ai fait un questionnaire dans ma partie empirique pour les confronter aux hypothèses. Et aux recherches de la première partie, c'est suffisant ou un entretien est obligatoire ? Alors, ça dépend. C'est quelle méthode de recherche que tu as vendue dans ta demande d'agrément, dans ta notice ? Ouais, c'est moi. Pas de souci. Je sais pas exactement, mais c'était une analyse empirique. Ouais, ça oui, mais ça, si tu veux, c'est le cas dans tous les mémoires. Toi, c'est quoi que tu as vendu ? C'est des hypothèses ? C'est une approche inductive ? C'est quoi ? Une étude de cas ? Ça, je l'avais pas précisé dans ma notice d'agrément. Et ça a été validé quand même ? Ouais, ça a été validé avec réserve de modification, mais ça a été validé. Mais par contre, l'enseignante chercheuse n'a pas. Elle m'a juste dit de revoir quelques sources, de préciser un peu plus les hypothèses. Tu l'as ta notice là ? Ouais, je l'ai, ma notice. Alors vas-y, lis-moi la partie où il y a marqué méthodologie juste. Yes, il n'y a pas de souci. Je vous la lis de suite. C'est bon, tu trouves ? Je vais la trouver. En attendant, tout le monde, n'hésitez pas à écrire vos questions, je vous en prie. Ça peut porter surtout vos entretiens, votre rédaction, votre utilisation de l'IA éventuellement. Est-ce que Claude est meilleur que ChatGPT ? Est-ce que c'est Gemini le meilleur, mais on ne le sait pas encore ? Non, Gemini, franchement, c'est nul. C'est nul, j'arrive pas à m'en servir. Enfin, il n'obéit pas aux ordres, en tout cas. Voilà. Claude, il met des jolies petites couleurs partout, c'est bien. Il est plus obéissant, dirons. Par contre, il s'use très vite. Alors, attendez, parce que je ne la retrouve pas, mais je vais la retrouver si vous voulez répondre à d'autres questions en même temps. Ne t'inquiète pas, je vais passer sur un autre point. Ah, ça marche mieux, Yacine, Gemini Pro. J'avoue que je n'ai pas spécialement envie de payer pour Gemini pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre suffisamment, donc ça me dérange un peu. Je sais que dans le cadre de mes accompagnements de deck,
Claude et ChatGPT me rendent de grands services, mais me rendent de grands services parce que j'ai aussi de grandes exigences. Mais bon. D'accord. Alors, je vais être sûr de ne pas me tromper sur le prénom. C'est Irina, c'est ça? Ou c'est Aga Irina? Désolé, je préfère demander. C'est Irina, ok. Alors, Irina, ma question rejoint celle de Léonce. Pour un mémoire sur le management, conduite du changement. Alors, je vais être très précis. Sur le management, vous entendrez toujours des gens vous dire « Ah, le management, c'est risqué ». Non, c'est totalement faux. C'est plus qu'aberrant même. Les meilleures notes aujourd'hui que j'ai eues sur des mémoires de master, de DSCG et de DEC, c'est des mémoires de management. D'accord? Donc, pour être précis, quand vous êtes sur du management, par contre, là où il faut faire très attention, c'est que si vous voulez avoir une bonne note, il faut un point de vue, je dirais presque parfois clinique. Je donne souvent cet exemple parce que c'était vraiment un mémoire emblématique en la matière. Les étudiantes avaient eu 19, je crois, ont été sur le stress professionnel. J'en ai eu d'autres j'en ai eu une autre qui parlait de la parité au travail. Elle avait fait des entretiens avec énormément de gens, justement pour qu'on ne puisse pas lui reprocher un biais d'analyse personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait qu'on manque d'objets. Vous voyez, genre par exemple sur la parité, puisque c'était effectivement sur la parité dans les professions d'expertise comptable. D'accord. Et j'ai d'ailleurs une mémoirialiste là actuellement qui fait un mémoire qui fait son mémoire enfin, pas vraiment sur la parité, c'est plutôt sur la place des femmes en audit, qui d'ailleurs est parmi nous, je crois, si j'ai bien vu, mais je suis pas sûr. Et donc je sais que cette étudiante là qui avait fait ce travail là sur l'expertise comptable, ce que je lui avais dit, c'est je lui avais dit si tu n'interroges pas, yes, bonjour Viviane, si tu n'interroges pas comment dire, beaucoup de gens, s'il n'y a pas vraiment une vraie objectivité dans le traitement, ça peut être un petit peu dommageable. D'accord? Je ne voulais pas qu'on lui reproche, par exemple, comme tu es une fille, on va te dire qu'il y a un biais d'analyse. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est quand vous êtes dans le management, c'est faire le plus d'entretiens possible pour que justement, on ne vous reproche pas d'avoir eu un biais d'analyse. D'accord? OK? Par exemple, vous, le management, conduite du changement, c'était quoi le thème exact, Irina? N'hésitez pas, désolé, je n'ai pas votre prénom pour celui qui cherchait sa notice, à me copier-coller la méthodologie que vous avez écrite dans la messagerie, comme ça je le lis en même temps. Ouais, je l'ai là, je peux vous la dire. Attendez 2 secondes. Copier-coller là, comme ça je la lis en même temps. Ouais, ça roule. Hop. Sélectionner. Alors Irina, n'hésitez pas à me dire en attendant. Je vois que vous avez fait 2 entretiens, 2 chefs de mission, un collaborateur, un expert comptable spécialisé dans l'accompagnement de la digitalisation, d'accord, qui ne répond pas. Ok, ils ne répondent pas, c'est ça? Je l'ai copié-collé. J'ai vu. Conduite du changement et l'adoption technologique d'un nouveau logiciel. D'accord, ok. Ouais, donc ça, ce serait bien d'avoir quand même un maximum de points de vue. Et vous envisagez de questionner les salariés aussi ou pas? Ce serait bien. Alors, les salariés, le problème, c'est qu'il faut faire des entretiens plus courts. Vous voyez ce que je veux dire? Voire limite, mais bon, ça dépend si vous avez opté pour une approche mixte dans votre recherche, c'est envisager un questionnaire. Que les salariés, c'est plus un questionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous leur demandez et puis vous pourriez le mettre en ligne. Bon, alors le problème, c'est que vous imaginez bien que si vous envoyez un questionnaire sur LinkedIn et ailleurs, vous allez finir parmi les 12 millions de questionnaires envoyés chaque été qui ne reçoivent pas 100 000 réponses. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours très compliqué. Et ça a bien répondu? Vous avez beaucoup de réponses? Ouais, 15, c'est un peu léger encore. Dites-leur de se bouger un peu. Hein. Dites-leur de se bouger. Alors, je me permets de revenir donc sur votre question. C'était sur la partie mémoire. Le mémoire repose donc sur une démarche combinant une analyse théorique et une étude empirique. Bon, ça, c'est classique. Dans un premier temps, une revue de littérature permettra d'identifier les enjeux, notamment pour les entreprises, ainsi que les différentes hypothèses applicables et qui découlent de la théorie de la conduite du changement. Dans la seconde partie, dispositif d'accompagnement mis en place au sein du cabinet, propose une étude empirique de ce dispositif à partir des pratiques observées. Alors donc vous êtes sur une étude de cas. D'accord, oui, c'est vrai. Quand on propose d'analyser un cabinet dans lequel on est, c'est une étude de cas. Vous pouvez compléter votre étude de cas en étudiant, donc vous pouvez étudier le cabinet, vous pouvez faire des entretiens avec les gens du cabinet, et bien sûr ensuite présenter vos conclusions
D'accord? Mais vous êtes censé aussi édicter non pas des hypothèses, faire attention à ce que vous avez écrit, mais plutôt des propositions de recherche. Quand on est sur une démarche inductive comme l'étude de cas, on propose des propositions de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on propose quelque chose, d'accord? Parce qu'il n'y a pas un terrain d'étude très large, hein, généralement, c'est pour ça qu'on utilise la méthode inductive. Donc voilà, il vous faut faire ça. Bah, moi, je vous explique juste ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, sur ma deuxième partie, j'ai expliqué vraiment le dispositif qu'on a mis en place dans notre cabinet. C'est vraiment l'étude de cas que nous, on a mis en place par rapport aux entreprises étrangères implantées en France. Par la suite, j'ai envoyé un questionnaire à tous nos clients pour savoir comment s'est passé notre dispositif, est-ce qu'ils ont adhéré ou pas. Et par la suite, en fonction de tout ça et des hypothèses, j'ai confronté ça aux hypothèses et surtout, j'ai mis les préconisations et vraiment un dispositif adapté à tous les cabinets en fonction de notre étude de cas. Alors, ok. Ok, ça marche. Très bien. J'ai d'autres questions tant qu'on y est, en individuel ou pas du tout? Est-ce que pour vous, ce que j'ai fait, ça répond aux attentes du DSCG? Ouais, pour l'instant, ça m'a l'air d'y répondre, quoi. D'accord. Ce qui va surtout nous montrer que ça répond, c'est si vous arrivez vraiment à dégager des propositions professionnelles, pas trop lourdes, hein. Je Yes. sais que l'IA, ça aide bien, mais attention. D'accord. Et la deuxième chose, c'est aussi vos préconisations. Oui, c'est ce que j'ai fait. Il y a pas Voilà, de souci. les précos, c'est ce qui manque. Vous verrez, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je vous donne ma méthode, hein. Moi, la première chose que je regarde, c'est la fin du mémoire. Ah, vous D'accord. avez Parce que raison. la première, je sais très bien comment elle a été rédigée en grande partie, du moins je le soupçonne, mais ça ne veut pas dire que c'est pas de qualité, hein, attention. Hein. L'IA n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que moi, la dernière partie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je veux voir comment vous avez fait votre discussion, vos précos, etc. Si vous me proposez des trucs, c'est ce qui m'indique tout de suite à quoi j'ai affaire comme mémoire, vous voyez. D'accord. Ça, chacun sa méthode de jury, vous voyez ce que je veux dire. Là, moi, je vous donne la mienne, vous voyez. Je vous donne ma petite recette. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois, voilà ce qui a été validé dans la fiche d'agrément en termes de méthodologie. Nanana. Donc, on est effectivement sur le rôle du commissaire aux comptes au sein des procédures dédiées en OADA. D'accord, OK. Observation participante, oui, complétée par des entretiens auprès du commissaire aux comptes. Donc, qui dit entretien dit quoi, a priori? Là, on n'est pas parti sur une étude de cas, on est plus parti sur des hypothèses de recherche, c'est ça? Oui, c'est ça. Des hypothèses sont testées au moyen d'une étude empirique. Oui, c'est ça, c'est une approche empirique. Okay. La méthodologie semble pertinente, mais à vérifier dans le champ du droit comparé s'il existe des méthodes plus adéquates. Gros point de vigilance, le choix des personnes interviewées, il faut de véritables experts du sujet. Oui. Non, alors, méthode plus adéquate, je comprends ce qu'il veut dire, mais je ne vais pas vous dire de laisser tomber, parce que c'est votre jury, mais enfin, c'est votre jury. C'est votre juge en la matière, mais je doute que vous puissiez aller chercher les méthodes qui sont faites en droit comparé. Ça, c'est ce qu'on fait en recherche. D'accord. Pour l'instant, partez du principe que vous avez vos hypothèses à bien ficeler, pas trop généralistes, pas évidentes, d'accord, et vos questionnaires à faire. D'accord. Par contre, sur la teneur des entretiens que vous allez avoir, ça, oui, c'est super important. D'accord. Il s'agit d'avoir des personnes de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, effectivement, ça va tourner court ça va tourner court. D'accord. OK. Concernant ensuite donc quelques avertissements après encore sur sur les sources et les entretiens. Donc les sources déjà pour la rédaction, je vous l'ai dit, vous devez aller en chercher un maximum. Rien ne vous interdit d'aller chercher des sources étrangères. D'accord. La nouvelle, le management, il ne s'est pas arrêté aux frontières de la France. Deuxièmement, vous avez tendance toutes et tous à vous arc-bouter un peu trop sur le terme expertise comptable. L'expertise comptable est une société de service comme les autres. D'accord. Donc parfois, si vous ne trouvez pas avec expert comptable, laissez tomber le terme expert comptable. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de missions où vous dites, oh, bah, je vais mettre expert comptable, l'expert comptable est l'immobilier, l'expert comptable est ci, l'expert comptable est ça. Ça ne servira pas à grand-chose des fois. D'accord. Vous ne trouverez pas. Il n'y a pas forcément toujours d'écrit avec les experts comptables. D'accord. OK. J'espère que ça, c'est bon. Ça marche pour l'instant? Concernant ensuite tout ce qui est entretien enquête, rappelez-vous une chose. Alors, est-ce que je dois mettre mes entretiens en annexe? Est-ce que je dois anonymiser les personnes interrogées? Normalement, on anonymise les personnes interrogées. Vous avez le droit de laisser leur prénom et leur nom, leur prénom, pardon. Vous pouvez également ne pas laisser leur prénom, juste laisser leurs initiales, Madame, je sais pas, AC par exemple, pour Adeline de Coubertin, par exemple, j'en sais rien, peu importe. Donc voilà, vous laissez des initiales et c'est tout.
D'accord? Vous pouvez même mettre expert comptable 1, expert comptable 2, expert comptable 3. D'accord? Ça ne pose aucun problème. Mais on anonymise autant que possible, d'accord, si c'est nécessaire. Ça marche? Donc faites bien attention. Ce que je vous recommande également, vous n'avez pas le choix de mettre vous n'avez jamais le choix, je dirais, de mettre votre entrepreneur, votre employeur, puisqu'on voit bien l'attestation. Je ne vous recommande pas de mettre vos écoles. D'accord? Je ne dirai pas les noms et je ne dirai pas les noms des personnes et ni les noms des villes concernées, mais moi j'ai déjà vu des enseignants adresser des petites piques. Ah, vous devez être étudiant là-bas. Ah oui, c'est sûr que vous êtes étudiant là-bas, là, quand je vois le style, tout ça. Bref, on ne va pas faire une généralité, ce n'est pas le cas de tous les jurys, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais même le fait que ce soit une fois le cas, c'est déjà de trop. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des remarques. Voilà, on ne met pas son école autant que possible. D'accord? OK, l'entreprise, on s'en fiche, mais l'école, on évite. OK? Vous imaginez bien qu'il y a des petites querelles de clochers entre du côté le privé, le pas privé, etc., le sous-contrat, le pas sous-contrat. Bref, c'est risible, mais ça existe. OK? Donc, on fait bien attention à ce point-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi anonymiser vos remerciements dans ces cas-là. Sinon, ça se voit tout de suite. OK? Donc, à vous de voir comment vous faites, d'accord? Mais essayez autant que possible, d'accord, de vous éviter cette petite gêne-là éventuellement. D'accord? Est-ce que je dois mettre tous mes entretiens en annexe? Rien. Alors, c'est sûr que si l'entretien il fait 45 minutes, qu'il y a 36 pages, bon, bah, vous demandez à l'IA de vous faire une synthèse. C'est pas un drame. Ou vous lui demandez de vous mettre des extraits seulement, les fameux verbatim. Attention, l'IA est du genre à inventer, même quand vous lui fournissez le texte. Il faut bien insister. D'accord? Bien lui dire, tu inventes rien. D'accord? Tu crées quelque chose d'authentique et si jamais tu n'es pas sûr, tu mets rien. Voilà. OK? Attention à ça. OK? Est-ce que j'ai besoin, tant que j'y suis, est-ce que j'ai besoin de mettre 2 tonnes de notes de bas de page? Ce n'est pas un concours de notes de bas de page. D'accord? La note de bas de page, elle est là pour donner une indication quand vous mettez un chiffre, une enquête, une précision. Vous voulez tout de suite apporter un peu de précision sans mettre une longue litanie dans votre texte. Le reste, c'est bibliographie. Ça ne sert à rien de faire un roman. OK? Ensuite, la présentation du lieu de stage peut-elle faire l'objet d'une partie distincte? Ah, alors attention, Nikita, c'est la présentation du lieu de stage, vous savez, c'est la vraie première partie. On appelle ça d'ailleurs la première partie dans le mémoire de DSCG. Et ce que nous, on a communément l'habitude d'appeler le mémoire, qui est structuré en 2 parties dont je viens de parler, en littérature et empirique, c'est ce qu'on a pour habitude d'appeler la deuxième partie du mémoire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? La première partie, c'est 6 pages. Vous pouvez vous inspirer de tout ce que vous voyez dans les mémoires sur Internet pour faire une présentation un peu de vos missions, de ce que vous avez fait, etc. OK? Pour celles et ceux qui sont, par exemple, des fois en réinsertion professionnelle aussi, sachez que ce n'est pas parce que vous avez une attestation de travail qui date d'il y a 3 ans et qu'aujourd'hui vous avez fait d'autres choses. L'attestation de travail, elle est juste là pour montrer que vous avez une expérience de minimum tant de semaines qui vaut pouvoir s'inscrire sur l'UE7 du DSCG. Ça n'est pas nécessaire que cette attestation-là soit pile celle de votre employeur actuel. Si vous en avez changé entre-temps et que vous n'avez peut-être plus d'employeur au sens strict, voilà. Après, si vous avez un employeur en CDI, franchement, c'est une formalité, si ça vous rassure, de faire ça. D'accord? Alors, quelle question? À quel moment sait-on qu'on a fait du plagiat? Parce que lorsqu'on dit j'en tire des paragraphes d'une ouvrage, mais normalement, si vous tirez un paragraphe d'une ouvrage, vous êtes censé le mettre entre guillemets. D'accord? On est d'accord là-dessus? Et je rappelle que ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier qu'il fallait mettre des guillemets. Hein. C'est le groupe ABBA. Eh ouais, guillemets, 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 a man after midnight. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la chanson? Eh ben voilà. Donc on s'en rappelle, mais on ne met pas des guillemets partout. Si vous me faites un extrait, si dans un paragraphe, j'ai 8 extraits à mettre entre guillemets, ça ne va pas. Il y a une dose de reformulation avec vos mots. Et le problème principal, si vous dites quand vous utilisez une IA pour reformuler, alors que moi je vous ai dit utiliser l'IA pour faire quoi au début, si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit pour les œuvres. Et vous devez donner à l'IA l'opportunité d'éclater une œuvre en plusieurs parties. Vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont plus de lien entre elles direct. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est vraiment une analyse, c'est explosé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous réassemblerez tout ça de votre côté avec votre rédaction. Et là, ça vous évitera les risques de plagiat. Vous voyez ce que je veux dire? Considérablement même.
D'accord? Alors que si vous lui demandez de reformuler un paragraphe ou si vous en extrayez trop, à la fin, s'il y a 12 paires de guillemets partout dans chaque section, c'est dommage. D'accord? C'est dommage. Est-ce qu'on est OK? T'es bono? Au niveau de l'orthographe, rappelez-vous que si on a envie de vous striker, on peut vous striker facilement juste avec les fautes d'orthographe. D'accord? Donc, on se relie. La mise en forme, jeunes gens, la forme est le reflet du fond. La forme est le reflet du fond. Je peux faire le truc le plus sophistiqué du monde, le mieux rédigé. Si c'est moche à lire et à regarder en plus, d'accord, c'est horrible. D'accord? Donc, on justifie le texte, on harmonise les interlignes, on met le même pas d'écriture partout. D'accord? On évite de mettre gras, souligné, italique en même temps. D'accord? On essaie de faire un sommaire cool, propre. On se rappelle que le sommaire, c'est les 2 premiers niveaux du plan. On se rappelle que la table des matières, c'est tous les niveaux du plan. On se rappelle de mettre une liste des abréviations au début, plutôt que de redéfinir 50 fois l'abréviation avec une note de bas de page. OK? La forme. D'accord? Beaucoup de gens vous diront la forme, c'est pas le plus important. Si, la forme, c'est le plus important au début. Si quelque chose est moche, je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de le lire. D'accord? Alors que si quelque chose est plutôt bien présenté, vous vous dites, tiens, c'est pas mal à lire. OK? Et ensuite, bien sûr, vous enrichissez. OK? Faites très attention pour celles et ceux que je lis. Là, je lis des mémoires des fois qui sont très catalogues, surtout dans ceux qui travaillent sur le juridique. Je vois des énumérations. Genre, par exemple, je ne sais plus ce que j'avais un mémoire là sur les donations. J'ai une personne qui m'a fait l'énumération de toutes les donations possibles et imaginables. Mais on n'est pas dans un cours sur les donations. D'accord? Je rappelle que votre partie littérature est censée s'appuyer sur des concepts. D'accord? La donation, c'est un outil légal, ok, très bien, mais au service de quoi? D'accord? La transmission intergénérationnelle, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie d'aller chercher plus loin. D'accord? Mais dès que vous voyez un truc énumératif, ayez-en peur. Nous, quand on voit, première chose qu'on lit, on voit une énumération. On voit, en plus, vous mettez ça en gras. On va voir titre 1 en gras, titre 2, titre 3, titre 3. On va dire, oh, c'est très énumératif. Je n'ai même pas besoin de le lire que savoir si c'est énumératif. OK? Donc, c'est vachement problématique pour vous. OK? Donc, attention à ces notions d'énumération. Quand vous voyez que vous êtes trop énumératif, faites quelque chose. Évitez d'être énumératif. Mettez des exemples. On ne vous interdit pas de mettre des exemples de calcul à l'intérieur de votre rédaction officielle. D'accord? Deuxièmement, hyper important, je lis là en ce moment des mémoires. J'ai une section, imaginez la section, sans interruption, 5 pages. Vous connaissez un seul humain qui se souvient de ce qui est arrivé à la première page quand il est arrivé à la 5e? Il n'y a personne, moi non plus. Donc, quand vous voyez que votre section est trop large, 5 pages, et qu'il n'y a pas de séparation, ça n'aide pas le jury à comprendre le thème de votre section, tellement il y a de choses dedans. Donc, on n'hésite pas à créer des maillons en dessous, à la scinder en 4-5. D'accord? Ah, vous n'avez pas d'idée. Eh c'est là que l'IA, c'est intéressant. D'accord? Vous collez votre section dans l'IA, vous lui dites, ChatGPT, est-ce que tu pourrais me donner une suggestion pour segmenter cette section en 4 blocs homogènes? Voilà, mais qui ont un thème différent et qui se succèdent logiquement. Eh bien voilà, il va vous aider, de vous donner des suggestions du moins. OK? Mais on essaie de rendre la lecture agréable. D'accord? Pour répondre aux questions que je vois sur la présentation, à sommaire obligatoire, table des matières obligatoire. OK? Ça marche? Et non, la table des matières, c'est tout à la fin, l'introduction. Le sommaire, c'est avant l'introduction, c'est même avant la table des abréviations, tout ça. Allez chercher dans un exemple de. Je crois que j'ai mis en plus, j'ai mis un truc sur le groupe et sur LinkedIn, avec un guide sur tout à savoir sur le DSCG, le mémoire de DSCG, ça tient sur une page à 4. Donc venez pas me dire que vous ne l'avez pas, c'est dedans, hein, tout est dedans. Vous ne l'avez pas? Allez sur mon profil LinkedIn, vous allez le trouver, il est dans les dernières publications. OK? Le sommaire doit être automatique. Oui, Léon, il doit être automatique, c'est mieux. Oui, c'est-à-dire que quand on clique sur un titre, on est amené directement dedans. Et c'est automatique quand vous le faites. Attention, quand vous voulez faire un sommaire automatique, vous savez faire un sommaire automatique tous ou pas? Qui ne sait pas faire? C'est quoi les manip Word dont vous avez besoin que vous ne savez pas faire? Dites-moi tout de suite. Moi, comme ça, on tranche le truc tout de suite. Dites-moi. Yes, Elodie. Donc, quand vous mettez partie, vous voyez ce que je veux dire, vous mettez partie 1, donc son titre, vous mettez chapitre, oula.
Chapitre 1, vous mettez son titre. Vous mettez section 1, vous mettez son titre. Vous savez que même avec une IA bien programmée, vous le faites en 5 minutes. Hein. Je ne plaisante pas quand je le dis. Hein. Bah, tenez d'ailleurs. Ça vous dirait qu'on le fasse en direct? Alors, on se le tente ou on se le tente pas? Allez, on y va. Vous allez me voir. Attention, je vais parler à Chacha. J'ai une relation particulière avec Chati, d'accord? Ok, donc il ne faut pas m'interrompre quand je parle avec Chachou. Hein. Ok? Ouais, salut Chati, est-ce que tu m'entends? Dis-moi, je suis avec mes petits étudiants adorés là. On passe un bon moment. Tu vas nous aider là. Est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, première chose, tu vas me faire une énumération de tout. Tu vas me chercher ça sur les sources officielles, s'il te plaît. Hein. Tu vas me chercher tout le, si tu veux, la structure du mémoire de DSCG. Tu vois, je veux dire, celle qui est la plus communément acceptée, avec les dernières réformes, bien sûr. D'accord. Donc, immanquablement, il va y avoir le sommaire, la table des matières, tout ça, tout ça. D'accord. Tu me mets l'ordre dans lequel ça arrive le plus souvent. Ensuite, pour ton information, on va déployer. Alors, tu sais, on mettra des X à l'intérieur pour que les étudiants puissent le mettre à jour, mais je veux néanmoins que on leur déploie l'équivalent d'un plan en 2 parties, d'accord, partie 1, partie 2. Dans chaque partie, il y aura 3 chapitres. Dans chaque chapitre, il y aura 3 sections. Dans chaque section, il y aura 3 sous-sections, d'accord, que des X partout, hein, d'accord. Mais il faut que quand ils mettent à jour le plan dans le mémoire, bien sûr, ça mette automatiquement à jour le sommaire, qui affichera seulement 2 niveaux, partie chapitre, et la table des matières tout en bas, bien sûr, qui affichera partie chapitre section. D'accord. Ça va de soi qu'il faut que aussi dans la table des matières, on fasse apparaître aussi, même si c'est vite pour l'instant, tous les grands ensembles du mémoire. Tu vois, bibliographies, table des abréviations, table des figures, j'en passe, et des meilleurs. Commence d'abord par me proposer la structure, s'il te plaît. On opérera le fichier Word juste après. Allez, boulot. Vous avez vu un peu comment je le tords là? Ah, ça rigole pas, hein? Ça plaisante pas, hein? Vous avez vu comment il obéit? Si demain il domine le monde, moi je suis dans la merde. Hein. Vous savez, quand je vais être dans la file d'attente, là, etc., il va me dire, toi là, c'est toi qui me disais d'obéir le 30 juillet à 21h19 avec un ton insolent. Voilà. Bougez pas. Hein. Et tant qu'à faire, je vais vous montrer comment on peut faire pour faire des recherches aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous le faites pas. Alors, le problème, c'est que je pense que si je vous montre comment on fait des recherches là, ça va être trop long. D'accord? Par contre, on peut se faire le prompt si vous voulez. Attendez, hein, il est en train de chercher là. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors, devra distinguer la session 2026 du nouveau référentiel applicable de la session 2027. Oui, non, mais bouge. Attendez, pendant qu'il bosse, hein, on va s'en faire un nouveau. Ouais, salut mon chacha, dis-moi. On va se rédiger un petit prompt, toi et moi. Alors, je t'explique. J'ai des étudiants niveau DSCG, équivalent Master 2, qui ont des recherches à faire, tu vois ce que je veux dire, sur leur sujet. Bon, le problème, c'est qu'ils ont souvent du mal à faire des recherches. Donc, je t'explique, il faudrait qu'ils puissent te donner leur notice, d'accord, et tu vas les aider à faire des recherches, ok. Le fait est que je veux des sources qui soient récentes, bien sûr, dans la plupart des cas, sauf bien sûr si on est sur des sources, j'ai envie de dire, immanquables par rapport au sujet, elles peuvent dater même des années 80, ce ne sera pas un problème, d'accord, à condition que ce soit des sources vraiment non discutables dans leur intérêt. Il est très important que chacune des sources puisse aller chercher au maximum Google Scholar, Cairn, hein, CAIRN, HAL aussi, HAL, tu sais, les archives ouvertes, thèse.fr, etc. Cependant, il va falloir qu'on mette des règles. Tu peux aussi aller chercher des rapports des Big Four, par exemple, ou toute autre source émanante d'une source institutionnelle. Je pense au rapport de l'OCDE, au rapport de l'IGF, au rapport, par exemple, de l'OEC également, au magazine SIC aussi, tu sais, SIC, là, celui des experts comptables. Bref, toute source PDF qui peut être intéressante en la matière, d'accord, on évitera les blogs, d'accord, les sites polémiques, etc. Tout ça, c'est à éviter. Ça peut même être international, d'accord. Ça ne doit pas forcément être uniquement en français. Par contre, il est impératif que ce soit des PDF téléchargeables, issus de sources réelles. Il est impératif que les liens ne soient pas morts, parce que tu es grand spécialiste de nous trouver des liens morts. Hein. Attention, je te vois. Hein. Je sais que tu le fais en plus. Hein. D'accord. Et deuxièmement, il est hyper important
que si jamais ce sont des sources téléchargeables, il ne faut pas que ça puisse être via un lien d'inscription. C'est-à-dire que ça doit vraiment être en libre service. Je veux dire, pas d'inscription, pas de lien payant, pas de contrepartie. Comme sur Scriber, par exemple, où il faut toujours mettre des contreparties payantes ou verser des pièces. Non, non. Libre d'accès, tout le temps, systématiquement. Téléchargeable, d'accord, en bon format. OK, qui puisse se constituer une base PDF intégrale. D'accord? OK, est-ce qu'on s'est bien compris sur toutes ces instructions? Tu vas me les lister les unes après les autres et tu vas me rédiger un prompt, s'il te plaît. Je le remettrai dans le groupe. OK, allez au boulot. Alors, pendant qu'il rédige ça, le petit, là, on va aller voir ça. Alors, attendez, c'est qu'il a dû me le mettre là. Alors, mon chachou. Vous voyez, ça, c'est quand vous lui demandez des trucs intelligents. Vous avez vu le temps qu'il prend, là? Alors, c'est parfait, ça. Hein, des mémoires. Si je vous dis que j'en ai fait, moi, des mémoires en 6 ou 7, c'est-à-dire j'ai mis des notes en dessous de 6 ou 7 quand j'étais jury. Vous m'en voudriez ou pas? Mais c'était quoi la cause, justement? Ah ben, la cause, c'est que déjà, rien que quand vous lisiez le mémoire, c'était un torchon. L'étude n'avait pas été faite correctement. Les hypothèses ne voulaient rien dire. Et l'étudiant ne pouvait pas sauver les trucs à l'oral. Donc bon, à un moment donné, il faut le faire quand même. Hein. Non, les étudiants qui ont bossé mais qui sont maladroits, souvent, ils ont 8. Je veux dire, souvent 8, vous voyez. Les étudiants qui ont bossé, on voit qu'il y a une intention, mais malgré tout, c'est toujours en dessous de nos attentes, ça peut atteindre 10. Mais c'est dommage de valider à 10 un mémoire, je rappelle. Hein. Il y en a qui ne s'en sont pas remis d'avoir 10 au mémoire. Les gens qui ont 16, 17, 18, il y a vraiment un gros boulot derrière. D'accord. L'année dernière, j'ai eu une étudiante à 17, l'année encore avant, une à 19, une à 20. À chaque fois, c'est du taf. Hein. C'est beaucoup de boulot. Je veux dire, c'est des gens qui passent, je ne sais pas combien d'heures ils y passent, mais ils y passent beaucoup de temps. Alors, attendez, bougez pas. Ok, tu vas me construire la matrice Word pour le DSCG, s'il te plaît. Donc, pour le mémoire de DSCG, tu me mets joliment le titre au début, une sorte de présentation un peu sympa pour la première de couverture. Et pour le reste, tu me prépares toutes les pages, d'accord, avec bien évidemment ce qu'il faut, le sous-titre pour l'instant, tu ne mets pas le sous-titre, tu sais, le bas de page, là, tu mets un truc général, d'accord, sympa, modèle mémoire DSCG, par exemple, by Stéphane Olio, si tu veux. Surtout, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une petite anomalie dans le plan, là, parce que tu me mets introduction générale, je suis d'accord. Il va falloir leur ajouter un truc, parce que dans les mémoires du DSCG, tu sais, ils ont aussi toute une partie sur l'entreprise. D'accord. Donc, tu sais, il y a la première vraie grande partie de mémoire, c'est la partie entreprise. La deuxième grande partie de mémoire, c'est ce qu'on appelle le mémoire, tu vois, avec partie 1, revue littérature, partie 2, partie empirique. Et en plus de ça, je note que, bon, les chapitres partie, moi, je préférais qu'il y ait marqué, franchement, section 1 et sous-section 1. Je veux dire, plutôt que le 1.1, c'est trop lourd. Et en plus, tu vois, section 1, 2, 3. Chapitre 2, mais pareil, dans le chapitre 2, on repart sur section 1, 2, 3, tu vois ce que je veux dire, et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et partie 2, tu commences par chapitre 4, non, c'est partie 2, chapitre 1. Voilà, à chaque fois, on repart sur la numération, tu vois ce que je veux dire, pour être dans le bon ordre. D'accord. Donc, il y a partie 1 et partie 2, et ainsi de suite. J'espère que tu as bien compris. Hein, le premier grand moment du mémoire, c'est aussi la partie entreprise. D'accord. Essaie de nous faire une suggestion pour la partie entreprise, parce que si c'est des étudiants en 6 pages, ils doivent présenter, tu sais, un peu leur stage, leur expérience pro. Essayez de nous suggérer un plan en 6-7 points qu'ils pourraient suivre pour le présenter sur 6 pages. D'accord. Est-ce que tu as bien compris l'architecture? Vous avez vu comment il faut lui parler là? Ah, on impose les règles ici. Ça rigole pas. Vous allez me prendre pour un fou après. C'est ça, vous allez dire, il parle tout seul avec une machine. Alors, est-ce que vous avez vu des hypothèses qui ont été validées dans la fiche d'agrément peuvent être modifiées? Non, mais on va être très clair. La plupart des hypothèses que j'ai vues dans des fiches d'agrément sont horribles. D'accord? Elles sont généralistes, c'est du vent. D'accord? Souvent, vous les faites par obligation parce qu'on ne vous donne pas le choix. On vous oblige, avant même que vous ayez lu toutes les œuvres nécessaires, à faire des hypothèses. C'est pour ça que moi-même, des fois, dans les notices, je ne les mets pas. J'ai une enseignante-chercheuse avec qui je travaille qui souvent me dit, Stéphane, ça ne sert à rien de les mettre puisque de toute façon, je vais les déboulonner puisqu'elles ne sont pas matures encore. Donc, vous les modifiez. Et une fois de plus, quand on vous dit que vous ne pouvez pas modifier votre mémoire, il faut toujours savoir relativiser. J'ai le même problème avec les mémorialistes de DEC.
Si on vous dit qu'il ne faut pas le modifier, c'est parce qu'il y en a certains qui ont interprété la modification autorisée comme une modification de tout le mémoire. Ils ont rasé leur plan, ils ont tout recommencé depuis le début. Ça, c'est pas possible. Changer de sujet, c'est pas possible. Mais vous voyez un titre qui est faux, qui est un peu redondant, qui est relou, qui pue à 3 km, vous le modifiez. Mettez-vous à la place de vous-même dans 4 mois, là, devant un jury en train d'expliquer « Ah bah vous savez, j'ai pas modifié parce qu'on m'avait dit qu'il fallait pas modifier. » Voilà. Ça fait pas très pro, on est d'accord. Bon, vous modifiez, point barre. Vous prenez votre part de risque, vous assumez, mais il ne faut pas interpréter la modification comme une autorisation à tout déboulonner et à tout reconstruire à partir de zéro. Ça, c'est pas possible. Vous faites ça, vous avez 0 à l'examen, enfin, vous repassez à l'année suivante. Ok? C'est toujours très important de bien opter pour un truc. Vous avez le choix entre la pertinence et l'inertie. Et entre la pertinence et l'inertie, on choisit quoi d'après vous? Ça, c'est joliment dit, ça. Attends, je vais le mettre dans une citation sur LinkedIn. Ouais, yes. Par contre, on est d'accord que la publication LinkedIn avec pertinence inertie, c'est la mienne. Hein. Attention, hein. C'est moi qui m'en occupe. Hein. C'est moi que je la fais. Hein. Ok. Alors, attendez, vous ne bougez pas. On va aller chercher notre petit prompt. Ça, il est passé où? Il est passé où? Il est là. Oh, regardez. L'autre, il prend un peu de temps. Hein. Je suis désolé, mais il faut dire que je lui ai donné tellement d'instructions. À notre Pichou, là. Allez, bouge. Là, ça chauffe, là. De toute façon, j'aurais peut-être même pas le temps de vous l'envoyer tout de suite. Alors, faites-moi voir. Oui. Ah, ben le voilà. Prompt maître, recherche documentaire pour un mémoire de DSCG. Mais si c'est pas mignon, ça. Ok, bon, je le mettrai sur le groupe, ça vous va tous? Vous avez tous accès au groupe de Juju ou pas? Comme ça, tout le monde en bénéficie, vous voyez? Bon, je le mettrai sur mes groupes aussi, hein, ceux de mes étudiants, hein, bien sûr, ça va de soi. Ok, ça roule. Voilà, merci. Open Edition, voilà, vous lancez ça. Attention, c'est des méga prompts, vous voyez ce que je veux dire que je fais, parce que donc, ne vous étonnez pas que votre ordinateur prenne du temps. Une IA, quand vous lui demandez un truc tout bête, elle met 2 minutes. Quand vous lui demandez un truc vraiment pointu, elle comprend qu'elle ne peut pas prendre 2 minutes. Et attention, il faut vous rappeler une chose, ça reste une IA. D'accord? Si vous ne lui redites pas dans la requête d'après, tu conserves bien le modèle de travail et tu fais ça pour la suite, elle a tendance à changer, vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça, c'est ça. Alors, rappelez-vous que ce n'est pas une question c'est pas de votre faute, c'est que les IA ont été dotés de peu de mémoire pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous ne lui rappelez pas constamment le truc, ça s'efface de la mémoire à un moment donné progressivement des postes parce qu'on a une mémoire, on n'a pas une mémoire illimitée. D'accord? Ok, je parle des mémoires flash, hein, des mémoires cache. Ok? Ça marche? Bon, ça, je vous l'envoie après. Par contre, j'ai l'impression que pour l'autre sujet, il va falloir attendre un petit peu parce que c'est une construction de Word hein, que je lui ai demandé carrément. Pif paf, donc ça, c'est le prompt maître. Ok, et ensuite. Ouais, je pense qu'il est toujours en train de mouliner parce que c'est énorme ce que je lui ai demandé. Bon, je vous le balancerai juste après de toute façon. Est-ce qu'on s'est tous bien compris en tout cas sur les différentes choses? Est-ce que vous avez des questions supplémentaires avant que je vous laisse pour aujourd'hui en tout cas déjà? Ou est-ce que c'est clarinette? C'est bon, pas de questions en plus? Super. Pensez à utiliser le prompt que je vous ai mis sur le groupe aussi, si vous voulez bien. D'accord? C'est-à-dire que vous savez, le prompt pour nettoyer un peu vos textes. D'accord? Pour que ça. C'est pas forcément un nettoyeur d'IA, c'est un nettoyeur de style. C'est pour vous éviter de mettre des styles trop sophistiqués, parce que les styles trop sophistiqués, à un moment donné, ça a ses limites, quoi. D'accord? Ça se voit. Aucun étudiant ne s'exprime comme ça on va dire, à l'écrit. D'accord? C'est pas naturel. OK? Oui, je m'en occupe, Yacine, je m'en occupe. D'accord? J'essaierai de faire un package ce soir des différents prompts, d'accord? Ça marche? Bon, sauf si vous avez des questions, je vous mets tout ça en ligne tout à l'heure sur les groupes et on s'y est informé. Je vais peut-être le mettre aussi pour les decks aussi. Je vais aider nos étudiants, mes petits mémorialistes en deck aussi. D'accord? N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous avez le groupe, bien sûr, pour les poser, ou mes groupes pour les poser, ou LinkedIn, où vous pouvez de toute façon me retrouver, moi, si vous voulez.
D'accord, autant que possible. Je sais que même sur les groupes, vous avez le grandiose Samy et la grandiose Julie qui peuvent aussi vous répondre. Alors, je sais qu'ils sont très sollicités aussi, sans doute bien plus que moi. D'accord, mais voilà, n'hésitez pas quand vous avez quelques petites questions à les poser parce que je vois revenir les questions régulièrement. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai un peu de temps, je pose 1 heure et on en discute. D'accord, parce que sinon, je vois toujours les questions revenir. D'accord, ça marche? À très vite tout le monde, on se tient informé. D'accord, pensez à lâcher un pouce. D'accord, nombre de pages maxi pour l'annexe. Il n'y a pas forcément de pages maxi pour l'annexe, Nikita. Faut juste pas en mettre 3 tonnes, quoi. D'accord, que du pertinent. Si c'est pour mettre un contrat de 20 pages dans lesquelles il n'y a que 3 lignes d'utile, me mettez que les 3 lignes. En gros. OK? À bientôt, Antonio. À bientôt, tout le monde. Ciao, Billy, bye. À bientôt, Irina.